Coucou, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 18, donc c'est parti, on y va. C'est une journée un peu particulière et l'enfant est un peu pénible. Je vous cache pas que là il faudrait que j'aille le coucher. Donc je me dépêche, je filme ça, sinon je vais oublier de le faire et je vais le faire encore à 17 h, donc voilà. On va ouvrir le numéro 18 qui de toute évidence est un livre assez grand, donc potentiellement un graphique. Ça va pas être simple, hein, je vous cache pas, mais on va y arriver. Donc la thématique du jour c'était silence, je crois. Et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Une BD française où les femmes de la famille ont un secret. Un récit féministe dans la peau. Ah, est-ce que ça serait pas... Ah, je sais plus le titre. Vous savez, avec les femmes qui peuvent mettre des peaux d'hommes. Peaux d'hommes, du coup. C'est ça. Ça va être compliqué de vous le montrer. C'est bien Peaux d'homme, donc de Hubert et Zanzime. Ça fait 1000 ans que je veux le lire et je suis très contente de l'avoir reçu de la part de Pénélope. Merci beaucoup Pénélope. Ça a l'air vraiment génial et je ne me souviens plus, enfin, à part de ce qu'elle en a dit là dans le petit papier, je me rappelle plus très bien exactement de quoi ça parle. Mais ça a l'air très chouette. Et effectivement, silence, secret, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Donc voilà, ce sont des femmes qui arrivent à revêtir des peaux d'homme, tout simplement. Je suis trop contente. Merci beaucoup Pénélope. Très chouette cadeau. Je suis désolée si je suis rapide, mais c'est compliqué là, vous l'aurez compris. Donc en tout cas, je suis très contente, vraiment. J'aimerais bien d'ailleurs, avant fin décembre, lire tous les graphiques qu'elle m'a offerts. Ça serait très cool, donc je pense que je vais m'y atteler parce que ça me fait très envie. Voilà, donc pour le calendrier de l'Avent, je suis désolée, je suis rapide, mais vraiment c'est très compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai avancé ce matin un petit peu Evelyne Hugo, mais je sais pas. Je crois que le chat a fait tomber mon livre en grimpant tout à l'heure, donc il doit être à côté là. Donc j'ai avancé ça, je vous en reparlerai comme je vous l'avais dit. Ensuite, j'ai fait du rangement du ménage et il faut que je finisse ça aujourd'hui, mais j'aimerais bien aussi lire, donc je sais pas, peut-être Manège, ça sera plutôt ce soir, que je sais pas ce que j'avais dit. Oui, Mortimer, tiens, je lirais bien Mortimer. Et puis j'attends un petit peu de voir si Mylène avance Evelyne Hugo, tout simplement. Donc c'est un peu le programme de la journée, on va y aller tranquille, parce que j'ai plein de trucs à faire, et notamment du rangement, parce que la vie, tout simplement. Voilà, hier j'ai avancé un chapitre de Babel, donc j'ai terminé la partie d'Evelyne Hugo que je voulais terminer, il me restait 50 pages pour terminer ce que je voulais lire. Et j'ai avancé deux chapitres de Babel. Et donc là, on est après un gros événement, très très gros événement qui est arrivé. Et comment ils vont essayer de chercher des solutions. Et j'ai beaucoup aimé tout le passage parce qu'en fait, ils sont 4 étudiantes de la même année. 3 sont racisées et il y en a une qui est blanche et qui fait partie un petit peu de la noblesse anglaise. Et elle est un peu... comment vous dire? Elle représente, si vous voulez, typiquement... les individus blancs qui sont de bonne volonté, qui sont pas foncièrement racistes, mais qui s'y prennent vraiment pas très bien et qui ne comprennent absolument pas les oppressions systémiques que vivent les personnes non blanches. Et je trouve que ce personnage est utilisé avec beaucoup de finesse et d'intelligence parce qu'elle dit les choses qu'on peut entendre tout le temps, elle a les pensées qui sont les pensées dominantes, et du coup ça permet d'apporter une réponse via les autres personnages. Et donc typiquement là, ils sont face à un problème, et donc elle propose des solutions sans prendre en compte le fait que ses camarades ne sont pas blancs, et qu'il n'y a pas de justice, surtout, encore pire sûrement, dans l'Angleterre du 19e siècle, pas de justice possible pour les personnes qui ne sont pas blanches et qui ne sont pas anglaises, donc qu'il n'y a pas de solution en fait de ce point de vue-là possible, et c'est hyper intéressant. Et le chapitre que j'ai lu se termine sur elle qui se met à pleurer en s'excusant parce qu'elle est complètement... elle se rend compte en fait qu'elle ne se rend pas compte. Et la pensée de Robin qui dit il y a quelque chose qui me dérange dans tout ça, mais en fait je réalise que c'est nous qui sommes dans cette situation, mais que c'est à nous de la consoler elle, quoi. Et c'est pas un mauvais personnage, hein, cette fille, hein, c'est juste vraiment typiquement... voilà... les gens blancs classiques, quoi. Donc vraiment très chouette. Je vais continuer ça. J'ai lu les 2 tiers, je suis à 67% je crois. À mon avis cette semaine ça sera fini. Donc voilà, j'ai bien trop hâte de finir et de vous en reparler. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui entre différentes tâches. Donc je vais vous laisser pour ce plan. Je suis désolée, je suis rapide, mais je voulais vraiment introduire pour me sortir ça de la tête et pouvoir faire d'autres choses. Donc c'est chose faite. Encore merci Pénélope pour ce très très beau cadeau. J'ai hâte de le lire et j'ai hâte de tout lire de toute façon. Mais voilà, on fait ce qu'on peut en ce moment, c'est un petit peu chargé, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas.
Donc je vous laisse pour cette introduction, je vous reprends dès que je peux, j'espère dans l'après-midi, en sachant que là on est à mi-journée à peu près, il est 13h quelque chose comme ça, donc voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve donc le lendemain, vous l'aurez compris, et j'ai en fait très peu filmé hier. J'ai des trucs à vous dire, mais vous le verrez dans le vlog de demain par rapport à mes lectures. Donc je me suis dit que ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait se faire le petit bilan du Cocorico, qui n'est pas petit du tout, et je mets des petits partout pour atténuer, mais en fait c'est un gros bilan. On va se faire le gros bilan du Cocorico. Je vais commencer par vous parler de mes lectures de novembre, et ensuite je vous parlerai du bilan général. Je vais essayer d'être concise, vraiment concise, quitte à reparler de ces lectures plus tard et refaire un bilan et voilà, tant pis, mais sinon ça va durer 1 heure et c'est pas l'objectif. Donc c'est parti, on y va avec mon bilan de novembre. Donc en novembre, j'ai lu en tout 26 livres. Sur ces 26 livres, il y avait 7 graphiques et 19 romans. Ça, vous l'avez vu dans le bilan général, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Mais sachez que dans ces 19 romans, 10 étaient des romans francophones, 2 SFFF et 2 étaient des romans francophones qui n'étaient pas de la SFFF. Donc sur 19 romans, j'en ai quand même lu 12 qui étaient francophones et j'en suis assez contente, d'autant que sur les 10 romans de SFFF francophones, 7 étaient écrits par des autrices, et si je prends les 12, tout francophones hors SFFF, 11 étaient écrits par des autrices. Donc c'est plutôt un très bon bilan pour ce mois de novembre, je suis assez contente. Je vais vous donner un avis assez concis sur ces 10 lectures, ça va être vraiment rapide, ne m'en veuillez pas, et si vous souhaitez que je refasse un bilan, je referai un bilan, dites-le moi en commentaire. J'ai commencé le mois de novembre par la fin de la lecture des Chants de la Lune de Catherine Dufour, que j'avais déjà entamé en octobre, que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré ce bouquin, j'ai trouvé que c'était un très bon livre. On est dans de la science-fiction, on est sur la Lune, la Terre n'est plus viable, les humains ont migré sur la Lune, sont partis sur la Lune, et donc ils vivent dans des souterrains naturels de la Lune, sauf un certain dôme, enfin il y a plusieurs dômes, mais nous on en suit un en particulier, où on suit une femme, une humaine, qui s'occupe de plantes qu'elle a adaptées à cette vie en particulier et qui viennent de la Terre. Et donc on va la suivre dans différentes aventures et dans différents questionnements. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait un double aspect qui était très intéressant, un aspect très contemplatif, très lent, où on regardait la nature, on regardait la Terre vue de la Lune, on regardait, voilà, c'était très contemplatif par plein d'aspects, mais en même temps il se passait des choses, et il y avait quand même des questions qui étaient posées, notamment autour d'une certaine épidémie qui touche les humains quand ils sont sur la Lune. Ça veut dire que à l'époque où il y avait des allers-retours Lune-Terre, les humains qui contractaient cette maladie sur la Lune disparaissaient et guérissaient très naturellement sur Terre, et donc elle va se poser des questions qui vont déranger. Donc vraiment c'était un super bon livre, j'ai adoré, ça m'a donné envie de découvrir toute l'œuvre de Catherine Dufour qui est très prolifique et que je ne connaissais pas du tout. Je suis absolument ravie qu'elle ait eu un peu une remise en avant au moment des Utopiales grâce au Chant de la Lune, parce que elle a fait de la fantasy, de la SF, elle a fait plein de choses différentes qui ont l'air toutes hyper intéressantes. D'ailleurs j'en ai un autre dans ma palle qui a l'air d'être plus de la fantasy à la Pratchett et ça me fait très envie. Mais vraiment si vous avez envie de SF qui soit à la fois dans la contemplation de l'espace, de l'univers, et en même temps où il y a quand même des choses qui se passent et des questions et des thématiques assez engagées qui sont
aborder, n'hésitez pas à vous pencher sur cet ouvrage, c'est un excellent bouquin. J'ai enchaîné avec les lectures de Memento Mori, qui est donc une anthologie, c'était l'anthologie des Imaginales de l'année, de cette année du coup, que j'avais acheté en août ou en septembre je crois à la librairie et j'ai adoré, c'était une excellente anthologie. Donc Memento Mori, c'était le thème de l'anthologie, donc Memento Mori c'est souviens-toi que tu vas mourir, et c'est un livre que j'ai vraiment aimé parce que j'ai trouvé que toutes les nouvelles étaient bonnes. J'ai préféré certaines à d'autres, j'ai détaillé toutes les nouvelles dans les vlogs, donc je vous laisserai aller retrouver les vlogs parce que je vais pas tout redétailler ici évidemment, mais j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très bon. Il y a des nouvelles que j'ai trouvées excellentes, c'était de qualité parfaitement égale et c'était très plaisant, et surtout ça permettait d'une part de découvrir plein de plumes différentes, d'autre part de découvrir plein de visions de cette thématique différente, et j'ai adoré. C'est une lecture que j'ai trouvée très plaisante. Il y avait des nouvelles qui étaient plus SF que d'autres, enfin il y avait vraiment différents genres, mais j'en garde un excellent souvenir et je suis très contente de l'avoir lu. Je ne peux que vous inviter à le découvrir puisque là on va être avec que des auteurices francophone, il me semble, j'ai peur de dire une ânerie, mais il me semble que c'est que des autoristes francophones et c'était génial, c'était vraiment très très bon. Si vous cherchez un ouvrage pour découvrir des plumes francophones et divers horizons, n'hésitez pas à vous pencher sur Memento Mori qui fait extrêmement bien le job, qui était incroyable. J'ai vraiment aimé cette lecture et je suis ravie de l'avoir lu dans la foulée de l'achat quasiment. Très peu de temps après en tout cas. J'ai ensuite lu, mais je sais pas si je l'avais pas aussi attaqué en octobre pour le coup parce que j'ai mis du temps à le lire, la dernière saison de Selim de Pascal Queviger, qui est le tome compagnon au Royaume de Pierre d'Angle, qui était une très bonne lecture. J'étais très contente de retrouver certains des personnages de Pierre d'Angle. C'est vraiment une lecture que vous pouvez faire à part, mais ça va vous spoiler au moins le destin de deux des personnages. C'est assez bien fait parce que vraiment on ne revient pas sur ce qui s'est passé à Pierre d'Angle, on n'en parle pas du tout, donc ça spoile pas franchement Pierre d'Angle, mais voilà, forcément quand on retrouve deux personnages, on sait que eux, voilà, ils sont en vie et que voilà, donc ça spoile forcément un petit peu quelque part, et puis ça spoile aussi peut-être, je trouve, les intentions d'un des deux personnages qui dans Pierre d'Angle, on sait pas trop en fait qui il est et pourquoi, et voilà, et du coup ça peut spoiler un peu ses intentions, et bref, c'est un peu dommage. Je vous recommande pour ma part de lire Pierre d'Angle et après la dernière saison de Selim. De toute façon c'est comme ça que ça a été écrit et temporellement, d'un point de vue chronologique, c'est comme ça que ça se passe, donc c'est peut-être plus intéressant. Toujours est-il qu'ici on va se retrouver dans un royaume un peu plus d'inspiration arabe. Je pense qu'on peut dire que il va y avoir toute une aventure et toute une quête autour d'une prophétie, oui, je pense qu'on peut dire prophétie, et j'ai adoré la plume de l'autrice, toujours excellente, magnifique, un travail incroyable sur les mots, avec des idées à véhiculer, des idées qui sont véhiculées, avec des personnages aussi qu'on idéalisait peut-être un petit peu dans Pierre d'Angle et ici qui sont remis au stade d'humain parce que dans Pierre d'Angle on avait un peu leur finalité, ça veut dire tout le travail qu'ils ont fait sur leur enfance, adolescence et début d'âge adulte pour arriver à ce qu'ils sont, et là comme on retourne dans le royaume là où a grandi un de ces deux personnages, on apprend à connaître son passé et donc un peu ses zones d'ombre, et c'est plutôt plaisant, même si c'est un peu triste de découvrir qu'un personnage qu'on pensait parfait ne l'est pas, mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est que Pascal Queviger fait ça très bien et j'ai beaucoup aimé, j'étais tellement contente de les retrouver, c'est du petit lait pour moi. Pascal Queviger, c'est vraiment ce genre de lecture où vous vous prenez au jeu en fait et vous êtes totalement embarqué et c'est difficile de se détacher de la lecture, donc vraiment une belle réussite pour moi, et je vous recommande de découvrir Les Royaumes de Pierre d'Angle si ça n'est pas fait, mettez-le en lecture prioritaire en 2025 parce que c'est une petite pépite. J'ai ensuite lu Les Essaims de Chloé Chevalier, qui est un tout petit ouvrage, c'est une novella de science-fiction utopique, et honnêtement, je pense que c'est l'ouvrage qui se rapproche le plus de ce que j'aime chez Becky Chambers. C'était très très chouette. C'est pas du Becky Chambers parce que personne ne fera jamais du Becky Chambers, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus et j'ai adoré ça. Ici, on retrouve l'humanité qui est sur différentes planètes viables pour l'homme, et nous on va suivre principalement un vaisseau qu'on appelle une reine.
j'ai un doute, mais en gros c'est un vaisseau qui va essaimer la vie dans l'espace de différentes façons, avec une conductrice qui est une humaine mais qui vit très longtemps parce que le temps s'écoule différemment en fait dans ce vaisseau, et elle va aller vers, la reine va se réveiller et ça va être le temps d'essaimer, et pour ça, pour se recharger les batteries un petit peu, notre conductrice doit retrouver des humains, reparler avec des humains, avoir contact avec des humains, chose qu'elle fait très peu parce qu'elle est seule dans son vaisseau, et donc on va découvrir un système de planètes, de 3 planètes voisines où on fonctionne par roulement. Tous les 50 ans, il y a une planète qui est laissée en jachère. J'ai adoré découvrir à la fois le fonctionnement de l'essaimage, de la vie dans l'espace, et le fonctionnement de ces planètes qui sont en fait hyper engagées parce qu'il y a une volonté écologique très forte qui est marquée dans cet ouvrage, et c'est des fonctionnements qu'on devrait appliquer, la jachère notamment, nous, à nos terres en fait. Et j'ai trouvé que c'était à la fois très positif, très doux, très contemplatif par certains aspects, mais en même temps ça abordait plein de choses hyper engagées, et notamment la manière dont les humains se sont adaptés à cette nouvelle vie. Donc vraiment j'ai adoré les essaims. C'est un ouvrage que je relirai parce que c'est un ouvrage qui est plus complexe qu'il ne peut le sembler au premier abord, je trouve. Ça véhicule beaucoup d'idées en très peu de pages, et du coup je pense que je me ferai un plaisir de le relire. J'ai aussi découvert en novembre Le Chrysanthème et le Papillon, qui était un service de presse que j'avais reçu de la part de l'auteur, puisque c'est un ouvrage auto-édité, donc Léo MX sur Instagram, je vous invite à aller voir son compte. C'était un très bel ouvrage que j'ai trouvé intelligent et bien écrit. Ici on va suivre une jeune fille qui est au lycée, qui va rentrer en terminale je crois, et sa sœur pendant les vacances d'été est décédée d'un accident. Donc c'était pas une maladie, c'était vraiment je sais pas comment vous dire, c'est pas comme si c'était mieux si la personne était malade et meurt, mais je veux dire là vraiment rien ne laissait présager qu'elle allait perdre sa sœur, et elle perd sa sœur qui avait 1 an de plus qu'elle seulement, et donc elles étaient extrêmement proches, et donc on va suivre cette jeune fille à la fois dans son deuil mais aussi dans la reconstruction de sa vie, et les deux sont évidemment très liés et ça semble assez logique. Et en fait ce qui va se passer, et l'aspect fantastique de l'ouvrage, c'est que elle va découvrir que à certains moments quand elle s'endort, elle va dans une espèce de néant, là où les âmes errent en attendant de passer de l'autre côté, et elle va retrouver sa sœur, et elle va tout faire pour essayer de ramener sa sœur. C'était un très bel ouvrage parce que ça parle de 1000 thématiques propres à l'adolescence, que ça soit les relations avec les parents, que ça soit les relations entre frères et sœurs, les relations d'amitié, les amitiés qui se terminent parce qu'on a changé et qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt que ses amis, des nouvelles amitiés qui se nouent. Ça parle aussi de découverte de soi, de découverte de sa sexualité, de découverte de ses envies, de sa personnalité, de ce que l'on a envie de faire de sa vie, et j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi en fait. Ça parle vraiment de thématiques très proches des problématiques que peuvent éprouver les adolescents, et s'ajoute à ça quelque chose d'essentiel à mon sens, c'est qu'on est avec beaucoup de personnages divers, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de personnages queer, et c'est fait de manière extrêmement naturelle. Finalement, la seule chose que j'ai regretté dans cet ouvrage, c'est peut-être que j'aurais aimé que l'aspect fantastique soit plus développé. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu rapide sur cet aspect-là, mais ça reste un très bon bouquin à mettre dans les mains des ados qui sont dans cette période un peu charnière où on se pose des questions par rapport à soi, à ses envies, à sa sexualité, et où on est peut-être un peu dans l'opposition aussi avec les adultes et le monde des adultes. Donc vraiment très bon bouquin à découvrir. Je pense que ça pourrait plaire à plein d'entre vous, donc n'hésitez pas à vous pencher dessus. En novembre, j'ai lu Simca d'Oriane Velten, que je devais lire depuis très longtemps et que j'ai aussi beaucoup aimé. Vous remarquerez que c'est beaucoup de lectures que j'ai beaucoup aimé, mais écoutez, que voulez-vous, j'y peux rien. Je choisis bien mes lectures apparemment. C'était un ouvrage pareil que j'aimerais relire parce que c'est encore une fois un ouvrage un peu perché, un peu particulier, mais en même temps j'ai trouvé qu'il était quelque part plus accessible que ne peut l'être After. J'ai trouvé qu'il y avait une lecture en surface, une lecture première qui était assez claire, assez évidente, et après c'est ouvert à l'interprétation, et il y a plein de choses qui sont pas forcément explicitées, et c'est à vous de les interpréter. C'est pour ça que j'ai envie de le relire, parce que je pense qu'il y a des choses que je comprendrai mieux ou que j'interpréterai mieux à la deuxième lecture. En tout cas, c'est un livre qui était très engagé, puisqu'ici on est dans une espèce de futur où les humains, à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que les humains ont la capacité, via leur imagination, de faire prendre vie à tout ce qu'ils veulent en fait par leur imagination. Et donc on suit 2 temporalités, le moment où ça arrive et où on découvre ça, et où beaucoup les enfants s'approprient ça et développent cette capacité un peu magique, et une temporalité plutôt dans le futur où il y a des lois qui ont été faites autour de ça et des recherches, et où c'est devenu quelque chose d'investi par le capitalisme évidemment, et donc vous comprendrez bien pourquoi c'est un ouvrage engagé. L'imagination est devenue
devenu quelque chose de politique et qui se vend, qui s'achète et qu'il n'est plus possible de faire comme on souhaite en fait. Donc vraiment c'était un très bon bouquin. Il y avait un petit plot twist, mais je l'avais un petit peu vu venir honnêtement. Mais ceci étant dit, j'ai quand même été très prise au jeu. J'ai mis du temps à capter certaines choses qui étaient en fait sous mes yeux, littéralement, et j'ai adoré ça. J'ai adoré réaliser que il y avait des éléments à côté desquels j'étais passée et du coup rééchafauder des théories par rapport à certaines choses. C'était vraiment un livre qui m'a embarqué, que j'ai trouvé intelligent, engagé, avec une très belle plume. Brian Velten a une plume qui me convient parfaitement, que je trouve assez limpide et en même temps qui sait très bien jouer sur peut-être parfois les doubles sens et tout ça. Donc vraiment excellent livre si vous voulez de la SF engagée, d'anticipation, c'était très très chouette. En novembre, j'ai lu Ombreline de Manon Fargeton, qui est un jeunesse, assez jeunesse, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, qui est un livre dont j'ai pas mal parlé parce que j'ai trouvé que c'était un livre assez important puisqu'il va parler d'un sujet extrêmement tabou dans les familles et peut-être difficile à aborder qu'est le sujet de l'inceste. Et donc on va suivre une petite fée qui s'appelle Ombreline qui vit la nuit et aide les enfants qui font des cauchemars à démêler leurs cauchemars et à s'apaiser et à aller mieux jusqu'au jour où elle tombe sur un petit garçon qui ne dort absolument pas la nuit et qu'elle ne parvient pas à aider et donc elle va chercher pourquoi, comment, etc. C'est un livre essentiel pour moi parce que c'est un sujet qu'on aborde trop peu en littérature, surtout en littérature très jeunesse, et Manon Fargeton fait ça avec une finesse, avec une... Ouais, vraiment, c'était un très bon bouquin. Ça veut dire qu'un enfant qui n'est pas concerné pourra interpréter ça de différentes façons, et voilà, va pas forcément comprendre exactement de quoi on parle, mais un enfant concerné se sentira, je pense, représenté, et comprendra tout de suite, et voilà. Donc c'est un ouvrage pour moi qui est important, dont il faut plus parler, et que je vous invite à découvrir, et éventuellement, si vous le trouvez aussi bon que moi, le mettre dans les mains des enfants de votre entourage. J'ai également lu Confession d'une séancière de Katie Stewart, qui est donc un recueil de nouvelles, contes et récits des Antilles que j'ai beaucoup aimé. Il y a des nouvelles que j'ai préférées à d'autres, mais ce que j'aime chez Katie Stewart, c'est à la fois cette façon extrêmement acérée qu'elle a de pointer certaines choses, notamment le patriarcat, le sexisme, le racisme, enfin voilà, elle fait ça très bien, le classisme aussi, mais elle le fait aussi avec beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de nouvelles un peu décalées, drôles. La première est assez drôle, j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé que c'était un recueil qui parlait de choses assez importantes et en fait d'actualité. Typiquement, il y a une des nouvelles qui parlait quasiment vraiment, c'était presque quasiment l'histoire du procès de Mazan quoi. Donc vraiment d'actualité, intelligent, bien écrit, drôle, avec des jeux sur les genres, sur les inspirations, sur il y a quelque chose de très très riche dans la plume de Katie Stewart qui moi me plaît beaucoup, et en plus de ça c'est une personnalité que j'apprécie. Je l'ai rencontrée aux Utopiales et j'aime sa personnalité, j'aime la manière qu'elle a de parler de ses livres, de parler des choses, et vraiment Confession d'une séancière, c'était une très belle découverte. Ça m'a permis de découvrir des contes antillais que je ne connaissais pas du tout. Alors certains reprennent des choses qu'on connaît parce qu'il y a quelque chose parfois d'un peu universel dans certaines histoires de contes, mais d'autres pas, et j'ai aimé ça. Je ne peux que vous inviter à découvrir la plume de Katie Stewart. Elle a écrit des choses tellement variées que vous pouvez forcément trouver votre compte dans tous ses écrits, et je pense que Confession d'une séancière, c'est une bonne porte d'entrée parce que ce sont des nouvelles et que ça peut se picorer, donc vraiment très chouette découverte, très chouette lecture. Je vais vous parler du dernier roman de ce mois de novembre, c'est Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake. J'en ai assez longuement parlé, donc encore une fois je ne vais pas m'étendre. C'est une réécriture du mythe d'Eurydice et Orphée, donc j'ai trouvé que c'était un ouvrage qui était en dents de scie parce qu'il y avait de très bonnes choses et des choses vraiment pas du tout pour moi. Sur les 50 premiers pourcents, il y a quasiment une scène de smut à chaque chapitre, et c'est laborieux, c'est long. J'ai trouvé qu'il y avait une hypersexualisation des femmes qui n'était pas plaisante à mon goût, même si je sais que les nymphes et les dryades sont très sexualisées et qu'elles sont réputées principalement pour leur beauté. Je sais pas si c'était nécessaire en fait de refaire ça. Enfin, je veux dire, c'est vu, on sait, on connaît ça. Voilà. Vraiment, la première moitié pour moi, c'était typiquement les 12 travaux d'Astérix avec l'île au plaisir. Là, bah, c'était ça. Voilà, des femmes qui chantent en se déhanchant, dénudées, les seins à l'air, et c'était un peu lourd et pas très utile, ça apportait pas grand chose à mon sens. Et puis les passages qui ne concernaient pas Eurydice et les Dryades, c'était les passages qui concernaient Orphée et Jason, et là c'était
aussi beaucoup de smut, mais d'une manière différente et pas beaucoup plus plaisante. La deuxième moitié était bien meilleure parce que les personnages étaient plus développés, qu'il y avait un peu plus de finesse dans la psychologie des personnages et que la plume de Nora Lake fait très bien le job et elle a une plume qui fonctionne très très bien. Mais du coup, c'est vrai que je suis très mitigée sur cette lecture. C'est un peu une déception, voilà, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais à quelque chose d'assez engagé et du coup avec moins de sexualité. Et je dis pas que la sexualité c'est forcément patriarcal, au contraire, il y avait d'ailleurs des scènes de sexe dans ce bouquin qui étaient en opposition au sexe patriarcal, mais il y a un moment où c'est lourd, voilà, et que moi ça ne me plaît pas, ça n'est pas mon truc, je ne suis pas, voilà, je sais que ça plaît à plein de personnes et tant mieux, et c'est très bien qu'il y ait cette réappropriation du sexe par l'écriture, par la littérature, pour les femmes aussi, mais c'est pas mon truc et je m'attendais pas à ça et du coup j'ai été un peu déçue, même si je reconnais des qualités à ce texte, surtout sur la fin et surtout tout le passage de la remontée des enfers qui est pour le coup magistralement écrite, mais c'est pas suffisant malheureusement pour que j'ai vraiment pu apprécier cette lecture. Enfin, le graphique que j'ai lu en novembre est une demi-triche parce que c'est Nevermore qui est écrit par une autrice états-unienne je crois, mais le scénariste et l'illustrateur sont français, donc je considère quand même que ça fonctionne et j'ai adoré, je vous en ai aussi assez longuement parlé, c'était très chouette, c'est une très bonne lecture, j'aime beaucoup l'univers, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a vraiment ce qu'on aime dans les middle grade typiques, c'est-à-dire ce côté très jeunesse, très vif, où il se passe plein de trucs, très coloré, avec des illustrations magnifiques qui fonctionnent extrêmement bien et en même temps il y a l'intrigue qui est très prenante et on se demande où ça va aller avec le côté épreuve, école et tout, enfin tout ce qu'on aime quand on lit du middle grade, donc j'ai adoré, j'ai été totalement emportée et séduite. Je n'ai qu'une envie, c'est de lire les romans, mais je freine un peu des cas de fer parce que j'ai peur de ne jamais avoir la suite et d'être frustrée, mais je pense que ça va y passer quand même en 2025 parce que ces graphiques m'ont ouvert l'appétit, j'ai envie de vous dire. Donc voilà le bilan de novembre qui aura été assez long, donc je vais passer à mon bilan général du Cocorico. Il y avait donc 4 menus. Par sous-catégorie validée, vous gagnez un certain nombre de points. Si vous validiez les 3 sous-catégories, vous aviez un bonus, ça vous faisait monter à 100 points. Et si vous validiez tous les menus, vous aviez encore un bonus de 50 points, ce qui fait que moi, rien qu'avec la validation de toutes mes sous-catégories, j'ai gagné 450 points et grâce à mon pouvoir qui était le pouvoir de la Woke Academia, donc si mon académie était validée j'avais plus 50 points, et bien je suis à 500 points, donc rien qu'avec ça je valide le palier le plus haut et je suis officiellement une vieille barbue de la saga infinie et j'en suis ravie. Et j'ai quand même validé pas mal de bonus puisque j'ai fait beaucoup de LC, j'ai lu des graphiques, j'ai lu en numérique et en audio, j'ai lu des suites de sagas aussi, j'ai terminé une saga, peut-être plusieurs mais au moins une, celle de Chloé Chevalier par exemple. J'ai partagé sur les réseaux sociaux bien évidemment et puis j'ai lu tous les jours pendant 7 jours d'affilée, donc j'ai validé pas mal de bonus et évidemment je n'ai pas validé le fait de baisser sa palle, ça vous vous en doutiez, et je n'ai pas validé le try unhaul parce que je n'ai rien trié, rien viré de ma palle, mais c'est quand même un très beau bilan. J'ai validé à minima un livre par catégorie, juste ceux de base, puisque dans Dark Academia, la catégorie Tweed, j'avais mis Le Chemin de la Dame que j'ai validé, j'avais mis La Guilde des Ombres que je n'ai pas lu, donc la suite, et Cathédrale que je n'ai pas lu, mais j'ai réussi à valider Le Chemin de la Dame que j'avais lu en septembre du coup je crois. Dans la sous-catégorie stylo plume, j'avais mis Elle et le feu que j'ai lu avec Emmeline, le tome 1, et Clémente nous soit la pluie de Chloé Chevalier que j'ai lu et qui m'a permis de terminer une saga, donc j'ai lu les deux que j'avais mis. Ensuite la catégorie livre ancien, j'avais mis le tome 1 de La Voix des Oracles mais que j'ai lu en décembre qui ne compte donc pas, mais j'ai lu Les Larmes de l'Asphodèle, donc je valide aussi cette sous-catégorie, ça m'a permis de valider 4 livres dans la catégorie Dark Academia, dans les 3 sous-catégories. Concernant la catégorie Light Academia, dans la sous-catégorie TAS, j'avais mis Steam Sailor, que j'ai lu depuis, mais en décembre aussi, donc ça ne compte pas. Par contre, j'ai lu D'or et d'oreiller de Flore Vesco, donc l'adaptation graphique que j'ai adorée, donc j'ai pu valider la sous-catégorie TAS. Dans la sous-catégorie Fleur, j'avais mis L'ours et la renarde, que je n'ai toujours pas lu, c'est un running gag, mais j'ai très envie de le lire. Par contre, j'avais mis Les filles de Witch Hazel House, que j'ai lu en
novembre, puisqu'on l'a acheté début novembre aux Aliénales. Donc j'ai validé ça. Et la sous-catégorie pinceau, j'avais mis la tisseuse de Mélodie, mais j'avais changé avant, enfin au tout début du challenge, par la harpiste d'éther rouge, parce que les retours que j'avais vus sur la tisseuse de Mélodie étaient franchement pas très bons et ça m'a pas donné envie. Donc j'ai lu la harpiste et j'avais mis l'éveil du palazzo de Léo Henry que j'ai lu aussi. Donc j'ai lu les 2 livres de cette sous-catégorie. Donc plutôt belle réussite, je pense qu'on peut dire. Ça, j'ai lu aussi 4 livres dans ce menu. Concernant la catégorie le menu Woke Academia, qui était donc l'académie que moi j'avais choisi pour avoir le pouvoir de cette académie, dans la sous-catégorie balance, j'avais mis Une maman parfaite avant de réaliser que ça n'était pas de la SFFF. J'avais donc remplacé par Médusa de Flora Boukri, que j'ai lu, et j'avais mis La ville au plafond de verre de Romain Delplanque, que malheureusement je n'ai pas lu, mais qui me fait toujours autant envie parce que ça a l'air d'être une pépite monumentale, donc il faut que je me penche dessus. La sous-catégorie crayon de couleur, j'avais mis Elliot au collège, le tome 2 que j'ai lu, et j'avais mis Simca que j'ai lu, donc pareil, j'ai validé mes 2 ouvrages, j'en suis ravie. Et dans la sous-catégorie fauteuil, j'avais mis Quand vient la horde d'Aurélie Luong, que j'ai lu avec Emmeline, et Runeborn, que je n'ai toujours pas lu, donc pareil, Woke Academia, j'ai lu 4 livres dedans, j'en suis très contente. Et enfin, dernière académie, c'était Green Academia. Pour la sous-catégorie herbier, j'avais mis Magie et sentiments d'Ariel Holz, que j'ai lu, et La mort sur des roses de Christophe Guillemin, que je n'ai pas lu, mais j'en ai toujours autant envie. Il faut que je vois avec Kim si on se le sortirait pas ensemble, ça pourrait être cool. Dans la sous-catégorie feu de camp, j'avais mis Le sang d'encre de Néna Labussière, qui est un service de presse que je n'ai pas lu et que je dois absolument sortir parce qu'il traîne et que j'ai très envie de le lire. Par contre, j'ai lu, comme vous l'aurez compris, Confession d'une séancière de Katie Stewart, qui valide donc cette sous-catégorie. Dernière sous-catégorie, c'était Globe. J'avais mis Manèche de Stéphane Plateau, que j'ai attaqué depuis, mais en décembre encore une fois. Par contre, j'ai lu Bord de terre de Julia Thévenot, que j'ai adoré, dont je vous ai parlé assez récemment dans les Vlogmas. Je l'ai terminé début décembre, mais j'ai considéré que comme j'avais lu plus de la moitié, il était quand même validé. Petite trichouille, mais toute petite trichouille, donc voilà. Et j'avais mis loin des îles mauves de Chloé Chevalier, que je n'ai pas lu, que je dois lire avec Natcha et Emmeline. J'ai donc validé 3 livres dans ce menu. Et j'ai lu beaucoup de livres qui n'étaient pas dans ma palle, que j'aurais pu recaser dans les sous-catégories si j'avais voulu bien faire. Mais à quoi bon, j'ai envie de vous dire, je trouve que c'est déjà très bien comme ça. J'ai donc pas lu, je pense, la moitié de ce que j'avais mis, mais comme d'habitude, c'est pas grave, écoutez, je suis satisfaite quand même de ce cocorico, puisque ça fait que j'ai lu 30 livres, dont 22 écrits par des autrices, et c'est pour moi une très belle réussite, j'en suis ravie. Voilà pour ce bilan, j'espère que ça n'aura pas été trop long. J'ai été peut-être un peu rapide, j'en suis désolée. Si vous voulez que je développe des points, dites-moi ça en commentaire, ou si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir en commentaire. Je suis très contente de ce cocorico, je suis très contente de ce qu'on a fait avec Pénélope. Ça a été un gros boulot, mais on a aimé le faire et on a aimé voir vos retours, et je pense qu'on aurait aimé aussi plus animer ces 3 mois, mais ça a été un peu compliqué. Je pense qu'il faudrait, ça serait plus simple d'animer quelque chose sur un mois et demi, sur 3 mois. Bah, c'est pas facile parce que la vie, parce que voilà, donc j'espère que l'année prochaine on réussira à faire mieux encore et à trouver de nouvelles idées, mais on verra ça l'année prochaine. Je vous remercie pour tous vos partages autour de ça, ça a été génial, j'ai adoré, et j'espère que ça vous a au moins autant plu qu'à moi. Donc je vais vous laisser pour ce petit vlogmas qui n'aura pas du tout été petit encore une fois, mais que j'ai beaucoup aimé tourner. Je suis ravie de clôturer ce gros challenge de 3 mois qui a été très très chouette. Donc je vais vous souhaiter une très très belle journée, une très belle soirée, vous faire de très très gros bisous et vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!